Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré à un thème qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, qui est sur les systèmes d'intelligence artificielle, comment bâtir un registre tel que celui que l'AI Act va exiger. Alors très rapidement, je me présente, je suis Marine Broglie, je suis la fondatrice du cabinet DPO Consulting, qui est un cabinet spécialisé en conformité réglementaire appliquée à la data, des sujets comme DORA, NIS2, RGPD et évidemment l'AI Act. Et puis le cabinet DPO Consulting est donc un cabinet qui accompagne des structures de toute taille sur ces différents domaines, soit sur des missions en one shot, soit sur des missions un peu plus long terme, comme du DPO externalisé. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va évoquer, c'est celui de bâtir ce registre. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'espère être le plus clair possible, étant entendu que tout ce que je vais vous raconter est quand même soumis à ce qu'on est demain ou voire après-demain, des guidelines un peu plus précises sur, sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui, à nouveau, nous n'avons pas grand-chose. Même si, breaking news, j'ai vu que ce matin, l'autorité espagnole avait produit un certain nombre de guidelines. Alors, on n'a pas celles sur le registre, mais il y a beaucoup de choses dedans. Je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Je les ai vues ce matin passer. Si vous souhaitez, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez y accéder. Alors, ce qu'on va voir. Bon, évidemment, dans un premier temps, je vous fais un petit rappel du cadre réglementaire. Pour certains d'entre vous, ce sera une vraie redite. Pour d'autres, il y a quand même, je vais juste passer 2 secondes sur le sujet du digital omnibus parce que ça va avoir un impact sur ce sujet-là. Ensuite, on va aller regarder le registre officiel de l'AI Office, les inventaires internes des SIA, comment ça circule avec le RGPD, et puis on essaiera d'aller un petit peu plus loin, et puis je vous montrerai en réel à quoi ça peut correspondre. Alors, pour faire tout ça, commençons déjà par un petit rappel du cadre réglementaire. Donc, le cadre réglementaire, vous le connaissez, c'est l'AI Act. On avait une entrée en application qui était prévue avec un certain nombre d'obligations, dont celle du 2 février dernier avec les sujets de literacy, c'est-à-dire de sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs au sujet de l'intelligence artificielle, et aussi les interdictions relatives à certains systèmes d'intelligence artificielle. Le 2 août 2025, on a tous les sujets liés à la gouvernance, au modèle GPAI et aux organismes notifiés. Et puis là, le 2 août 2026, on a toutes les autres dispositions, notamment celles sur les SIA à haut risque. Ça va venir assez vite puisque finalement, c'est dans 8 mois. Certains ont entendu parler de ce fameux omnibus qui est en cours de discussion. Pour rappel, il y a peu de chances qu'il entre en application avant le mois d'août 2026. Pour autant, ce qu'il dit concrètement, c'est que les entrées en application de l'AI Act seraient soumises à l'élaboration des guidelines par l'AI Office et donc à leur mise à disposition à l'ensemble des parties prenantes. Donc aujourd'hui, n'ayant pas de guidelines sur ce sujet-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'ici le mois d'août. Et puis surtout, vous allez le voir, il existe quand même de nombreuses raisons pour lesquelles il faut commencer son registre de SIA dès maintenant, ne serait-ce que déjà pour savoir un petit peu de quoi on parle et où est-ce qu'on en est. Voilà un petit peu pour le cadre réglementaire. Donc cet AI Act ou règlement sur l'intelligence artificielle va vous contraindre à mettre en place un système de management de la qualité des systèmes d'intelligence artificielle et donc ce qui veut dire, par extension, une gouvernance qui y soit associée et donc une organisation, notamment sur cette partie registre qui y sera associée. Pour rappel, et ça c'est important parce que, tout à l'heure je vais quand même vous parler de choses qui dépendent de niveau de risque. L'AI Act fonctionne sur une approche par les risques. Il ne fonctionne pas selon des finalités de traitement. Il ne fonctionne pas que seulement s'il y a de la donnée personnelle ou pas de données personnelles. On est sur une approche qui est aussi assez agnostique en termes de technologie, mais une approche qui est plutôt fondée donc sur les risques. Sur ces risques, avec 4 catégories de risques et une catégorie qu'on a mise à part, qui sont les modèles d'IA à usage général et notamment les IA génératives, qui eux font l'objet je dirais, d'un encadrement juridique un petit peu différent. Donc, 4 niveaux de risque. Le risque minimal qui comprend tous les systèmes d'intelligence artificielle,
qui n'ont pas été dans les 3 autres catégories. Donc dans les 3 autres catégories, on va retrouver ceux qui sont à risque inacceptable, donc notamment les sujets liés à la notation sociale, la vulnérabilité des personnes, l'identification biométrique par des services répressifs, la police prédictive, tout ce qu'on n'a pas envie de voir aujourd'hui en France, mais qui existe déjà dans certains autres pays, notamment par exemple la Chine. Et donc ça, ces risques inacceptables, par définition, pour rappel, sont interdits, sauf exception. Donc ceux-là, normalement, ne devraient pas être concernés par votre registre. Ce qui va concerner plutôt la partie registre, c'est les SIA à haut risque, à risque en matière de transparence et puis à risque minimal. Donc pour ceux qui sont à haut risque, je vous rappelle qu'on est sur l'annexe 3 de l'AI Act et avec donc du coup la liste exhaustive qui est censée être exhaustive des SIA qui sont donc des SIA pour système d'intelligence artificielle, hein, qui sont considérés comme mettant particulièrement en risque les utilisateurs. Donc là, on va retrouver tous les systèmes qui sont des systèmes biométriques, ceux qui sont utilisés dans le cadre du recrutement, dans le cadre de la formation aussi, pour des usages répressifs, avec des exigences qui sont assez renforcées. Vous allez retrouver aussi tous les SIA sur lesquels je vais avoir une interaction avec des produits. Pour rappel, tout cela font l'objet d'une autre annexe, mais sont aussi considérés comme ayant des exigences renforcées et donc devront faire l'objet d'une identification très particulière. Après, on a les SIA avec des obligations de transparence. Ce sont tous ceux qui vont interagir avec un humain, mais qui ne sont pas considérés comme des modèles d'IA à usage général. Et puis après, on va avoir tous ceux qui sont à risque minimal. Bref, tout ça pour vous dire que ces niveaux de risque-là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ceux qui sont à haut risque, qui vont beaucoup vous concerner parce que par définition, l'un des premiers métiers qu'on a voulu non pas automatiser, mais sur lequel les systèmes d'intelligence artificielle se prêtent assez bien, c'est sur la lecture de CV et donc l'évaluation de candidature, quelle qu'elle soit, que ce soit pour entrer dans une université, que ce soit pour être recruté dans une entreprise. Il y a beaucoup de systèmes qui embarquent des systèmes d'intelligence artificielle, enfin, beaucoup de logiciels qui embarquent des systèmes d'intelligence artificielle et donc qui sont de facto considérés comme à haut risque. On a parlé de tous les systèmes biométriques. Il va de soi que des signatures de démarche, par exemple, des systèmes de vidéosurveillance qui sont donc avec de la caméra embarquée, donc un dispositif produit, vont également être concernés. Donc, ça fait beaucoup de monde qui peut être concerné par ces SIA au risque. Pour rappel, vous avez aussi 2 grandes catégories. Vous pouvez être soit déployeur, soit fournisseur. Dans l'hypothèse où on est fournisseur, vous avez décidé du cas d'usage, mais ce n'est pas forcément vous qui avez développé la plateforme. Pour autant, vous avez décidé du cas d'usage et donc, par définition, même si ce n'est pas votre marque qui s'applique dessus, on sait que c'est vous le décideur de ce cas d'usage. À partir de ce moment-là, tout un certain nombre d'obligations vont s'appliquer à votre organisation. Mais si vous êtes seulement déployeur, c'est aussi le cas. Vous allez aussi avoir beaucoup de nouvelles obligations, et notamment dans le cadre de ce registre, puisque là, on va commencer à rentrer dans notre vif du sujet, à savoir de quoi on parle quand on parle de registre des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, il y a 3 objets qui sont distincts et qu'il faut bien avoir en tête. Là, on a le premier objet, c'est la base de données européenne des systèmes d'IA. Donc ça, c'est une base de données qui est créée par l'AI Act. On va revenir dessus, qui va permettre d'avoir une bibliothèque de tous les SIA à haut risque. C'est un registre qui est légal et qui est pour le coup centralisé par la Commission. Ensuite, en deuxième registre, on a des registres publics d'algorithmes qui sont souvent pour le secteur public. Et là, en fait, c'est plutôt avec une ambition de rendre transparent vis-à-vis des citoyens ce qui est fait en matière d'intelligence artificielle. Enfin, et c'est le point qui va nous intéresser le plus, mais on va quand même s'arrêter 2 minutes sur la base de données européenne parce que, par définition, si vous devez compléter une fiche d'enregistrement auprès de l'AI Office, ça veut dire que vous devez avoir ces informations-là quelque part dans un registre. Donc,
Troisième point, et c'est celui sur lequel on va le plus s'attarder aujourd'hui, c'est les inventaires internes de systèmes d'IA. Alors là, pour le coup, ils sont recommandés par NIST, par l'OCDE, et ils sont d'une certaine manière obligatoires dans le cadre de l'AI Act. Je vais vous dire pourquoi d'une certaine manière obligatoire. Alors évidemment, on a déjà un registre quand on est DPO, un registre RGPD. Est-ce qu'il faut un deuxième registre? Est-ce que c'est le même registre? Comment est-ce qu'on s'organise de ce point de vue-là? Et bien, c'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors, enfin tout de suite, juste avant, on va faire une petite pause par le registre officiel de l'AI Act. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est que tous les fournisseurs de SIA à haut risque doivent enregistrer avant la mise sur le marché, voire avant la mise en service, parce que si c'est pas vendu, mais que c'est juste mis à disposition des collaborants internes, ça s'appelle une mise en service, de tous les SIA à haut risque tels qu'ils sont définis dans le cadre de l'annexe 3. On doit les enregistrer, ça veut dire, alors là où on n'a pas encore d'informations, c'est est-ce qu'on a une fiche? Est-ce que c'est une base sur laquelle on va s'enregistrer? Pour l'instant, on ne sait pas, puisque pour rappel, cette obligation-là, elle n'entrera en application qu'au mois d'août de cette année. Donc, enfin de l'année prochaine, puisqu'on arrive et en fin d'année, mais je prends un peu trop d'avance. Donc là, pour le coup, on a un petit peu de temps devant nous sur construire et avoir toutes les informations, mais en fait, un peu de temps, c'est 8 mois, donc c'est pas non plus énorme. On va aussi avoir tous les fournisseurs qui reclassent un système comme étant non haut risque. Alors, je m'explique un petit peu juste sur ce sujet-là. On est dans une hypothèse où, par définition, on rentrerait dans les critères de l'annexe 3. C'est-à-dire que, oui, on est sur un SIA qui va toucher au recrutement d'individus. Mais en fait, on a tellement limité la portée du système d'intelligence artificielle qu'on va considérer qu'il ne présente plus un risque majeur. Et donc, on va le reclasser comme SIA qui n'est pas à haut risque. Donc, si vous avez regardé, si vous étiez présent au précédent webinaire, on en a parlé dans le cadre de l'omnibus, ce sujet-là est évidemment un sujet qui va être rediscuté et qui, là, pour le coup, normalement, ne devrait plus faire l'objet de déclarations auprès de l'AI Office si on l'a reclassé. Pour l'instant, je suis obligée de vous le dire, c'est encore obligatoire. Donc, pour l'instant, on est obligé de le garder comme ça. Ce qu'on avait comme enregistrement, c'était l'enregistrement, bien entendu, mais surtout la justification de la reclassification. On avait des obligations un petit peu spécifiques pour les déployeurs publics. Donc là, on est sur les autorités publiques, les institutions, des entreprises, enfin des entités qui agissent pour le compte d'autorités publiques. Là, pour le coup, on a une obligation pour ces déployeurs, hein. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fournisseurs, mais ils sont déployeurs. Donc, ils n'ont pas créé la plateforme, ils se contentent simplement de la mettre à disposition du public. Eux doivent également déclarer auprès de l'AI Office cette mise à disposition du public dans l'hypothèse où ce serait des SIA à haut risque. Alors, là, pour le coup, pour certains SIA qui sont un petit peu particuliers, qui seraient liés à la migration, à la sécurité, leur enregistrement ne serait pas dans une base mise à disposition du public, mais on serait sur soit des registres qui sont nationaux, soit une version, je dirais, pas anonymisée, mais en tout cas non accessible à l'ensemble. Donc, par définition, il y a un impact direct si vous êtes fournisseur de solutions à haut risque. Si vous n'êtes pas ce fournisseur, mais qu'en fait, vous fournissez des SIA qui sont utilisés par le secteur public, ben en fait, là, pour le coup, vous allez être aussi impacté. Si vous êtes déployeur public, vous êtes aussi impacté. Maintenant, si vous êtes déployeur privé, vous allez être moins concerné par ce sujet-là. En revanche, vous serez concerné par tous les sujets de transparence. Qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? L'identification, donc avec le fournisseur, les représentants, les contacts, le nom commercial, l'identifiant unique, une description détaillée avec les usages prévus, les fonctions principales, la description concise des données d'entrée et de la logique de fonctionnement. Donc, il va falloir rentrer un petit peu dans le détail, hein.
C'est l'équivalent de la documentation technique, pardon, qui vous est imposée dans le cadre de l'AI Act. Ensuite, vous allez avoir le statut. Est-ce qu'il est mis sur le marché? Est-ce qu'il est en service? Est-ce qu'il est retiré? Est-ce qu'il est rappelé? Et puis, tous les éléments de conformité. Donc, à partir du moment où on va être associé à autre chose, bah, en fait, une déclaration UE de conformité pour les produits, pour rappel, hein, les États membres qui sont concernés, les références de certification éventuelles, notamment les organismes qui sont notifiés. Ensuite, pour ceux qui sont donc reclassés comme non haut risque, bah, en fait, on va avoir les mêmes choses, plus les motifs de non-classification comme étant à haut risque. Voilà. Pour la partie secteur public, on va identifier le déployeur, les personnes ou services qui ont soumis les informations, ensuite le lien, l'identifiant vers l'entrée créée par le fournisseur, et puis les évaluations qui ont été faites. Parce que là, pour le coup, en tant que déployeur, il faudra que je rajoute le résumé de l'évaluation d'impact sur les droits fondamentaux. Pour rappel, c'est une analyse qui va être complexe à faire et qui est à construire, et le résumé de l'analyse d'impact RGPD, donc le PIA. Là, l'idée, ça va être de permettre au public et aux autorités de comprendre pourquoi le système est utilisé, quels risques ont été identifiés et quelles garanties ont été, bien entendu, analysées. On passe, si vous le voulez bien, au sujet qui vous intéresse le plus probablement, c'est l'inventaire interne des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, le premier problème, c'est comment est-ce que je peux gérer les risques en matière d'intelligence artificielle si je ne sais pas quel système existe? Et là, je me retrouve confrontée à un double problème. Il y a un problème avec, j'ai des collaborateurs qui sont plutôt d'assez mauvaise foi et malgré un certain nombre d'interdictions, bah, vont utiliser, alors que je ne l'ai pas, que je ne l'ai pas autorisé, des systèmes d'intelligence artificielle pour s'aider, être plus performants, avoir peut-être un peu moins de travail. Alors, c'est pas bien ce que je dis, mais en même temps, parfois, c'est la vérité. C'est assez rare, mais ça peut exister. Donc, du coup, ces SIA-là, bah, en fait, moi, je suis une entreprise, je ne sais pas qu'ils existent, je ne sais pas qu'ils sont utilisés. C'est le premier sujet. J'ai envie de vous dire que ceux-là sont un peu les plus risqués parce que c'est ceux-là sur lesquels je vais avoir de la donnée potentiellement et peut-être un manque de formation des usagers qui vont faire en sorte qu'ils vont mettre à disposition ou qui vont partager des données qui sont par définition sensibles et qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils partagent. Le deuxième cas est un cas où plutôt là, je vais avoir plein de gens qui sont de bonne foi, qui utilisent des outils, des logiciels qui sont des logiciels métiers, qui peuvent même être enregistrés et vus par la DSI, par la direction informatique. Mais là, je me retrouve dans une situation un peu embêtante où en fait, je ne sais même pas qu'il y a une utilisation d'intelligence artificielle dedans. C'est typiquement le cas de j'ai un CRM. Ce CRM aujourd'hui, je l'utilise de façon standard et puis en fait, je m'aperçois qu'il y a un module d'IA dedans qui est utilisé, mais que personne n'a déclaré ou n'a enregistré quoi que où que ce soit. Alors, est-ce que celui-ci sera considéré comme à haut risque? A priori, non, mais on n'est pas certain et puis surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque résiduel pour les personnes concernées d'une façon générale. Donc cet inventaire, l'idée c'est quoi? C'est de cartographier les usages de l'intelligence artificielle dans tous les métiers. Ceux qui ont été des PO se disent: «Oh là là, est-ce qu'il va falloir tout recommencer?» Ben, en fait, oui et non. Heu, Parce que dans cette identification, de la même manière que dans le cadre du RGPD, je vais aussi avoir mon analyse de est-ce que c'est un SIA à haut risque ou pas? En fonction, je vais évidemment prioriser mes DPIA et mes revues de conformité. Ma problématique, elle est sur qui suit ce registre. Alors, dépendant de la taille de la structure, ça peut être différentes personnes. J'ai des entreprises qui sont tellement grandes que finalement, on va avoir un portfolio manager qui est donc garant de la visibilité et d'enregistrer tous les systèmes d'intelligence artificielle. C'est pas forcément lui qui doit compléter tous les éléments. Mais par contre, c'est lui qui est capable de savoir
qui est-ce qu'il va falloir contacter à chaque fois qu'on va avoir un sujet. Parce que ce registre, on peut appeler registre ou inventaire des systèmes d'intelligence artificielle, n'a pas juste vocation à être une liste plate de conformité de tous les SIA. Il va falloir qu'ils permettent de piloter les sujets d'intelligence artificielle. Alors, cette obligation dans le cadre de l'AI Act, elle est aussi alignée avec des cadres réglementaires de référence. On a donc NIST, évidemment, et puis on a les recommandations de l'OCDE. Les recommandations de l'OCDE, l'objectif, c'est d'avoir une transparence sur tous les systèmes. Donc, il faut avoir une vision de tous les systèmes. Dans NIST, on a une brique qui s'appelle Govern, enfin, c'est une des briques de la fonction Govern, où j'ai l'obligation d'avoir des inventaires de systèmes. Je vais aussi l'avoir dans l'ISO 42001 à partir du moment où je veux avoir une vision complète de la qualité de mes SIA. Là où c'est très important, c'est que cet inventaire-là n'est pas juste un inventaire, à nouveau, hein, un SIA, un système d'intelligence artificielle, ça bouge, ça vit. Si je prends un chatbot ou même des choses qui sont plus, terre à terre, une analyse, automatisée sur mes collaborateurs, des rémunérations, des velléités, de mobilité, des choses comme ça qui peuvent se faire, qui sont là pour le coup comme des SIA à haut risque puisqu'ils concernent notamment, les salariés. Je vais avoir quand même un suivi, de la vie de ces SIA. C'est-à-dire est-ce qu'ils commettent des erreurs? Quand ils en commettent, est-ce que en fin de compte, ça a un impact sur les personnes? Et si oui, de quelle manière? Donc ces SIA vont vivre au quotidien. Ils vont bouger aussi parce qu'à un moment, ils vont être entraînés. Si je prends, des outils qui, par exemple, permettraient de mesurer, je ne sais pas, d'essayer de détecter des armes à feu, à un moment, ils vont être entraînés sur une certaine base, puis je vais lui donner encore d'autres données où je vais l'autoriser à s'entraîner sur des bases, réelles, bon, tout ça étant très encadré. Hem et donc du coup, j'ai beaucoup d'informations et le SIA en lui-même a évolué. C'est-à-dire que sur ces données d'entraînement, sur les données qu'il utilise au quotidien, sur ce qui va me ressortir, j'ai des choses qui vont modifier. Ce qui fait que, contrairement à un registre RGPD qui bouge assez rarement, parce qu'une fois qu'on a un logiciel, à moins d'ajouter une très grosse fonctionnalité ou à moins de changer de fournisseur, j'avais pas tellement de mise à jour de mon registre. Dans le cadre des SIA, j'ai une mise à jour qui est quasiment, je dirais pas journalière, mais qui peut être quasiment mensuelle en fonction du SIA sur lequel vous travaillez. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus itératif qu'un projet IT, standard. Ce qui fait que malheureusement, avoir un outil, ou en tout cas un fichier Excel sur le sujet, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué que sur un registre RGPD et il va falloir en plus coordonner toutes les personnes qui sont censées travailler dessus. Parce que quand on va regarder le contenu, j'ai un contenu qui n'est pas que juridique ou métier. Dans le cadre du RGPD, j'avais un contenu qui était juridique et métier. Là, j'ai un contenu qui est complètement différent, puisque j'ai un contenu qui va être aussi un peu technique, hem, ouais, qui va être un peu plus technique et puis aussi un un peu plus, comment dirais-je? Heu, organisationnel. Donc je vais avoir un premier bloc avec l'identification du système, le nom du système, le projet. Le fournisseur, est-ce que je suis fournisseur, déployeur, est-ce que c'est quelqu'un d'interne, d'externe? Qui est le propriétaire métier? Qui sont les propriétaires techniques et mes interlocuteurs techniques, IT et data? Bah, et en fait, il va me falloir tout le monde pour arriver à avoir les informations. Le type de système, on va commencer à rentrer un peu plus dans la technique, c'est-à-dire est-ce qu'il est analytique, prédictif, génératif, est-ce que c'est du décisionnel? À quel stade on est en termes d'environnement? Est-ce que c'est un pilote? Est-ce qu'on est en POC? Est-ce qu'il est décommissionné? Est-ce que c'est de la pré-prod ou de la prod? Ensuite, on va avoir un deuxième bloc qui est plutôt sur la catégorisation de l'AI Act. Est-ce que je rentre dans la définition de l'intelligence artificielle au sens de l'AI Act? Et là, pour le coup, j'ai beaucoup de sujets parce que pour rappel, pour déterminer si on est dans un SIA au sens de l'AI Act ou pas, j'ai 7 critères. 7 critères qui en eux-mêmes
sont déjà un sujet. C'est-à-dire, est-ce que le SIA est adaptable? On n'aura déjà pas le même accord sur tous les techniciens sur est-ce qu'il y a une adaptation qui est possible ou pas. Est-ce qu'il relève d'un domaine de l'annexe 3? Est-ce qu'il relève d'un produit réglementé tel que mentionné à l'annexe 1? Donc, vous savez, à nouveau, quand je suis avec mes produits. Est-ce que j'ai une classification interne en matière de risque? Donc, et j'ai 2 niveaux de risque à regarder dans le cadre de l'AI Act, hein. Est-ce que j'ai une classification qui s'appelle au risque, mais en fait, c'est de la classification, c'est-à-dire que je l'ai classé. Et est-ce que j'ai fait l'analyse de risque associée à ce SIA? Et par définition, est-ce que j'ai une obligation d'enregistrement dans la base UE? Et si oui, est-ce que j'ai bien toutes les informations de ma base UE? Ça va de soi. Donc ça, c'était les 2 premiers blocs. Ensuite, je vais avoir un troisième bloc qui va faire le lien avec la partie RGPD. Donc là, je vais regarder quelles sont les finalités de traitement. En fait, on parle plus de cas d'usage, mais on va l'associer aux finalités de traitement de données, s'il y en a, en matière personnelle ou non personnelle. Quelles sont les catégories de données que je vais avoir? Est-ce qu'elles sont sensibles ou pas? Les catégories de personnes concernées, destinataires, transferts, durée de conservation. Et là, évidemment, il faudra que je fasse le lien vers la fiche registre article 30 et toute la partie des PIA correspondantes. Et ensuite, j'ai un dernier bloc qui est là beaucoup plus gouvernance et risque avec le niveau de risque interne, mon scoring, hein, toutes les évaluations que j'ai réalisées, les tests de robustesse, d'explicabilité, de biais avec leurs résultats, les mesures de maîtrise, qu'est-ce que j'ai mis comme garde-fou technique, comme restriction d'usage, et puis j'ai évidemment un genre de registre des incidents, des incidents ou des non-conformités qui seraient connus. Et puis la fréquence de revue. Quelle fréquence de revue je vais mettre en place? Alors, la clé de la réussite pour maintenir ce genre de registre, c'est d'avoir une gouvernance qui soit, un peu, solide. Donc j'ai 4, étapes, hein. J'ai la revue dans le cadre du design initial. Donc j'ai mon idée, j'ai un super cas d'usage en tête. On va fonctionner par itération avec finalement toutes les personnes qui sont censées donner leurs mots. La partie cybersécurité évidemment, la partie purement juridique et la partie DPO aussi, et puis des spécialistes en matière de conformité IA et data, et puis aussi la partie, infra, architecture. Toutes ces personnes-là vont devoir un petit peu donner leur avis. On va avoir cet avis de go, no go. Et donc là, vous voyez que j'ai l'honneur métier qui, lui, va être le garant du cas d'usage et puis finalement qui va arbitrer, hein. Quand je dis qu'il va arbitrer, c'est au-dessus, c'est le COMEX. La partie data IT qui sera en charge de regarder la documentation, la partie sécurité, la partie juridique où on va regarder RGPD, DPIA et contrat, RSSI avec sécurité, incident et contrôle, et puis la partie comité IA éthique, alors là, ça dépend de qui, hein, sur les exceptions et l'escalade. Alors là, c'est un genre de RACI, mais finalement, on peut se poser la question de qui est accountable. Ce qui est accountable en fonction des structures, c'est souvent le métier. En revanche, c'est la partie data qui va réaliser, et puis toutes les autres parties vont être plutôt en contributeur. Mais à nouveau, ce portfolio, certains l'utilisent dans la partie, c'est le DPO qui se retrouve qui se retrouve à devoir gérer le portfolio. Il y en a où c'est pas du tout le, le DPO, mais ce sont en revanche plutôt la partie data IA qui pour le coup s'occupe de cette partie-là. Donc vraiment, ça dépend vraiment de qui, de votre organisation et de comment vous voyez cette organisation sur du plus long terme. Alors, le registre RGPD, lui, il traite plutôt les données et il décrit des activités de traitement. Le registre SIA décrit un système. Donc évidemment, il y a une relation possible parce que déjà, je peux avoir un traitement RGPD qui va s'appuyer sur plusieurs systèmes d'IA. À l'inverse, je peux avoir un SIA qui va supporter plusieurs traitements RGPD.
Donc l'idée, c'est de ne pas dupliquer les fiches RGPD et de créer finalement des liens qui sont un petit peu croisés entre les 2. Donc je voudrais vous montrer, très rapidement, hop, un hop, je ne sais pas si on voit, qu'est-ce que ça partage? Je regarde un petit peu ce que ça partage. Présenter. Hop, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc ici, on a fait nous chez MyDPO et DPO Consulting, on a donc construit un registre des on a un outil qui aujourd'hui nous permet de suivre la conformité de façon générale en matière de de protection des données et d'une façon générale, avec donc un module RGPD, un module cybersécurité et puis donc une auto-évaluation dans le cadre de l'AI Act. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le volet registre IA. Donc vous avez un registre des traitements ici avec plein de traitements qui sont enregistrés. Sur chacun de ces traitements, je vais retrouver un certain nombre d'informations, notamment le niveau de risque du traitement et puis tout un tas d'informations qui sont assez standards sur un registre RGPD. Dans le cadre d'un registre SIA, je voulais vous prendre un exemple sur de la vidéosurveillance. Donc, un registre SIA, qu'est-ce que ça doit inclure et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ici, vous allez voir, donc d'abord, je vais avoir ce nom commercial ou identifiant du SIA. Je vais devoir choisir mon rôle et dans le rôle, je n'ai pas que déployeur fournisseur, j'ai plein d'autres rôles qui sont possibles. J'ai des rôles d'importateur, distributeur, mandataire. Je vais aussi avoir, vous le voyez à droite, un risque global du projet. Je vais revenir un peu plus en détail dessus sur comment ça fonctionne et de quoi on parle ici. Ici, je vais intégrer une description fonctionnelle. Donc là, c'est un système qui a pour finalité la détection en temps réel d'objets dangereux, notamment des armes blanches à feu ou qui seraient disponibles finalement à partir de vidéosurveillance. Donc, lorsqu'un objet suspect est détecté, il y a une alerte visuelle sonore à destination des agents de sécurité. Ici, je vais pouvoir sélectionner des objectifs visés. Donc, c'est des grands objectifs qui sont finalement assez transverses. On n'est pas sur le cas d'usage, on est sur des grandes catégories. Est-ce que je développe un algorithme? Est-ce que je fais de la vérification de données? Je fais de la décision automatisée? Je fais de la fin financière? Ou est-ce que je fais de l'analyse de données? Là, en l'occurrence, j'analyse des données. Je vais regarder un peu le domaine d'application. Donc, j'ai des grands domaines. Puis si on ne trouve pas, là, en l'occurrence, on présente, ça c'est de la prévention des risques. Mon statut, là, en fait, il peut être plein de choses. Donc là, ce sont des statuts qui sont évidemment enregistrés par l'AI Office, mais vous pouvez avoir plein de statuts préférentiels. Et puis, vous allez avoir à chaque fois les dernières mises à jour. Ça, c'est indispensable. Les pays dans lesquels on est déployé, quand vous faites ensuite une déclaration à l'AI Office, il va falloir que ce soit intégré. Vous pouvez totalement faire un lien vers le dossier de documentation. Pourquoi? Parce que souvent, toute la documentation technique, elle n'est pas prête au démarrage, elle se construit au fur et à mesure. C'est un peu le propre des SIA, c'est-à-dire comme on fait de l'entraînement qui est souvent supervisé, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui changent pendant toute la phase d'entraînement. On va rajouter évidemment les responsables, mais donc du coup, on peut mettre un lien vers toute cette documentation. Ensuite, il y a quand même un minimum de description technique. Donc là, on va ajouter la typologie et les grandes catégories de données qui sont utilisées pour l'entraînement, celles qui sont utilisées pendant l'utilisation, et puis les méthodes d'entraînement. Il y a plein de méthodes qui sont possibles. Normalement, on est assez exhaustif ici. Soit si je suis sur du supervisé, non supervisé, par renforcement, fédéré, enfin, il y a plein de choses qui sont tout à fait possibles. On va retrouver ici aussi les types d'algorithmes. On en a de nombreux, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont possibles, mais il y a des grandes familles que vous retrouverez ici. Les sources de données qui sont utilisées, donc là, on est sur des images de vidéosurveillance réelles qui ont été prises pendant 6 mois. Est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres SIA? Et si oui, quelles sont ces interactions? Est-ce qu'il y a des API, des appels de données? Enfin, c'est ça qu'on cherche à savoir.
On va regarder aussi les critères de performance. Donc là, dans les critères de performance, ici, on s'est donné, par exemple, on veut une détection à 90% d'une arme à feu et à 85% d'un objet contendant. On aurait pu mettre ça, on peut mettre X. Ça, c'est vraiment de la définition métier et de ce qui est envisageable ou pas. On va rajouter ensuite les technologies qui sont exploitées. Enfin, on va regarder en termes de conformité réglementaire. Je vous ai dit, j'ai ce gros bloc-là. Je vais pouvoir mettre le lien vers la référence d'analyse d'impact. Donc là, nous ici, ça fait un lien vers les AIPD qui sont déjà dans MyDPO. Donc là, ici, j'ai une AIPD qui a été faite sur la vidéosurveillance que je vais donc pouvoir ajouter. J'ai un lien aussi vers la fiche de traitement. Là aussi, ici, cette fiche de traitement, je vais pouvoir l'ajouter et donc je récupère toutes les informations qui sont liées à cette fiche de traitement. Je vais avoir mon niveau de risque tel que défini par l'AI Act. Donc là, j'ai mes grandes catégories, hein, risque inacceptable, risque minimal ou risque en matière de transparence. OK. Et puis des normes spécifiques. Là, en l'occurrence, pour ces typologies de données sur la vidéosurveillance, il existe une norme ISO 223.11 qui, pour le coup, me permet d'avoir un référentiel. Est-ce que j'ai une déclaration de conformité UE? Là, oui, c'est applicable puisque par définition, j'ai bien un produit qui est associé. Et là, j'ai ma petite analyse de risque que vous voyez ici. Et donc ça, c'est un point important parce que c'est la fameuse analyse de risque qui est à faire en parallèle, un peu comme le RGPD nous disait, tiens, je dois faire une analyse de risque pour déterminer si je dois faire une analyse de risque. Voilà. Ce qui est en soi était un peu le serpent qui se mord à la queue, mais il n'empêche que. Donc là, on va retrouver un questionnaire d'évaluation assez court qui va permettre de déterminer où est-ce que j'en suis sur 6 grands types de risques. Le premier est lié évidemment à la nature des données. Le second, à la robustesse et à la fiabilité de l'intelligence artificielle. Le troisième, sur la sécurité et la continuité. Le quatrième, sur les risques légaux et réglementaires. Le cinquième, sur qu'est-ce qu'il y a en matière de réputation et d'environnement. Et les risques liés aux utilisateurs et au dialogue social. Là, ce qui est chouette, c'est que dans ce qu'on a construit nous, on a un plan d'action qui se génère automatiquement avec notamment des obligations et des mesures à mettre en place. Donc, on a un catalogue de mesures à mettre en place. On peut réinitialiser, bien sûr, l'évaluation si on n'est pas d'accord. Et après, pour chacune des catégories, on va identifier le risque moyen de la catégorie et le risque maximal. Ce qui nous permet de nous dire, en fait, finalement, sur la nature des données et l'utilisateur, c'est tout va bien. Légaux et réglementaires, on est moyen, mais ça devrait passer. Sur la robustesse et sur le réputationnel, en fait, là, sur la robustesse et la fiabilité, on a un risque maximal qui est très élevé, mais le risque moyen est quand même qu'à 54%. En revanche, sur le risque réputationnel et environnemental, mon risque moyen est encore à 70%. Donc là, j'ai quand même un risque qui est quand même un peu trop élevé. Et là, on aura ensuite une décision en COMEX de est-ce qu'on valide ou pas ce SIA-là et est-ce qu'on le valide en l'état, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut mettre en analyse de risque associé. Ensuite, on va mettre ici toutes les mesures de gestion du risque. Donc là, en matière de transparence et d'explicabilité, qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce qu'on a une notice d'information dans l'outil? Est-ce qu'il est signalé comme tel? Est-ce que le bot est signalé comme tel? Ensuite, sur la gestion des biais et des discriminations, on a tout un catalogue de mesures qui nous permettent de déterminer, enfin de dire, voilà ce que j'ai mis en place pour atténuer ce risque-là et donc dire si c'est acceptable ou pas. On va rajouter des processus de gestion des risques IA. Donc là, est-ce que j'ai une organisation collectée? Est-ce que je vais avoir une intervention inutile ou abusive si j'ai un objet qui a été détecté comme une arme alors qu'en fait, ce n'était pas le cas? Je peux avoir aussi des confusions entre des objets similaires. Donc, quels sont les risques que j'ai identifiés et comment je m'assure qu'ils ne soient pas là? Qualité et robustesse, pareil, qu'est-ce que je vais mettre en place en matière de mesures pour limiter mes risques en matière de qualité? Donc là, pour le coup, je vais faire différents environnements. Je vais changer les angles de vue, la luminosité, la résolution. Je vais faire quand même un processus de nettoyage, d'anonymisation des données. J'ai analysé les datasets pour réduire les biais. J'ai fait des crash tests sur des objets de taille et de forme similaires.
pour voir un petit peu ce que ça donne. On va aussi ajouter les mesures de sécurité spécifiques. Donc l'impossibilité d'interaction, par exemple, sur des attaques adversariales, parce que j'ai pas d'interaction avec des tiers, donc a priori, j'aurai pas d'attaque adversariale. Est-ce que j'ai une authentification multifacteur? Là, c'est le cas. Comment je minimise mes données? Est-ce que je floute? Je brouille? Heu, Bah, là, est-ce que c'est nécessaire à l'analyse ou pas? Et ensuite, quel est mon plan de réponse à incident? Donc là, bah, j'ai un lien vers mon système de gestion de réponse à incident IA. Et puis peut-être des instructions d'utilisation spécifiques. Là, en l'occurrence, j'en ai pas, mais c'est le moment d'en construire. Ensuite, j'ai toute ma chaîne de distribution. Bah là, en fait, j'ai un fournisseur qui est Verismart, hein. J'ai pas de distributeur. Est-ce que j'ai une annexe technique? Oui. Est-ce que l'annexe IA a été complétée? Ça, c'est un point important dans votre gouvernance. Et est-ce que j'ai toute la documentation technique? Oui. Et est-ce qu'elle est complète? Non. Elle n'est pas transmise. Comment je peux la récupérer? Ou est-ce qu'elle est incomplète? Quelles sont les typologies de personnes qui peuvent être utilisateurs? Et ensuite, on a toute la partie surveillance et mise à jour. Alors là, on s'est aidé de ChatGPT, comme vous pouvez le voir, sur la typologie de surveillance, des fréquences, parce que nous, on n'est pas éditeur de plateforme de de vidéosurveillance. Donc par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais faire de la vérification de faux positifs, faux négatifs. Je mets ça comment? Hebdomadaire, des échantillons aléatoires. Est-ce que je fais, des revues du modèle d'IA? Là, je fais ça de mensuel et donc là, je regarde s'il y a des dérives. Et donc là, je fais des audits de conformité trimestriels, des tests d'alerte en situation simulée. Je regarde les logs. Je fais de la revue documentaire, en vérifiant. Et puis surtout, je peux avoir un comité éthique qui va discuter des enjeux éthiques s'il y en a ou pas. Ensuite, quand est-ce que je vais avoir des alertes système? Et c'est à moi de déterminer quand est-ce que je vais avoir ces alertes système si je suis fournisseur. Si je suis déployeur, bah, en fait, il va falloir que je les récupère. La défaillance d'une caméra, par exemple, l'erreur, une latence excessive, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des durées de conservation dépassées, enfin, si j'ai des taux anormaux de faux positifs. Finalement, j'ai pas de revue humaine qui a été faite, pendant X jours. Des changements qui seraient pas tracés dans les paramètres. Une surcharge, cognitive. Il peut se passer plein de choses. Et ensuite, je vais pouvoir faire le lien avec les plaintes utilisateurs. Et donc ici, dans MyDPO, ce qui est chouette, c'est que vous avez aussi un module de gouvernance avec les plaintes. Et donc, on va pouvoir centraliser aussi les plaintes utilisateurs et faire le lien avec toutes les plaintes. Ce qui veut dire qu'on verra pour un SIA combien on a de plaintes sur un même système d'intelligence artificielle. On aura la date de la mise à jour et puis les dernières mises à jour. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait comme mise à jour sur mon SIA? Bah, là, j'ai un module maintenant de validation humain. J'ai une interface utilisateur. Et puis après, on a un outil qui permet évidemment d'ajouter des documents et d'ajouter des commentaires. Donc, voilà un petit peu pour un outil à quoi il peut ressembler. euh, un outil de registre SIA, à quoi ça peut ressembler pour être, j'ai envie de dire, assez complet. En tout cas, le plus complet possible. Hop, j'essaye de défaire cette vision sans, sortir carrément de du studio. Ce serait embêtant. Voilà. Hop, que je vous retrouve ici. Voilà. Donc ce registre-là, voilà à quoi il peut ressembler. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est, alors évidemment, comme c'est nous qui l'avons conçu, par définition, on va vous dire que c'est ce qu'on estime être le plus efficace. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y a plein de vous êtes assez libre, hein, vous avez vu le contenu, maintenant il faut que ce soit un contenu qui soit opérationnel et qui permette d'échanger avec toutes les parties prenantes. Donc par définition, il faut que ce soit quand même facilement organisable. Donc pour aller plus loin, comment mettre en place votre registre? Alors déjà, il va falloir définir, et ça c'est le point d'orgue, le système. Qu'est-ce que vous entendez par système d'intelligence artificielle? Et associé à ça, il va falloir déterminer la politique et le RACI, c'est-à-dire qui fait quoi, qui est-ce qu'on doit contacter quand on a un nouveau système d'intelligence artificielle, parce que toutes les organisations n'ont pas la même, le même niveau de maturité sur le sujet, ni même
la même organisation. Par exemple, si demain, dans une entreprise, vous avez tous les investissements qui passent par le service achat, bah, c'est super parce que vous allez voir à chaque fois quels sont tous les systèmes d'intelligence artificielle. Maintenant, si c'est pas le cas et qu'en fait, tout le monde est assez libre de pouvoir, souscrire à une solution, en plus, la plupart d'entre elles sont souvent gratuites ou très peu onéreuses. Donc du coup, elles passent pas nécessairement par les achats. Bah, en fait, il va falloir vous dire, faut que les collaborateurs sachent à qui s'adresser et pourquoi c'est important de s'adresser à cette personne-là, s'ils veulent utiliser un nouveau système d'intelligence artificielle. Donc, il faut que vous ayez des critères qui soient clairs sur ce qui doit être inventorié ou ce qui ne doit pas être inventorié. Il faut que vous ayez conçu votre modèle de fiche ou de registre. On en a conçu pour des clients qui font 80 colonnes. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, c'est 80 colonnes Excel. Vous pouvez choisir de faire quelque chose de plus concaténé. Attention, en cas de contrôle, il faudra quand même que vous soyez en mesure de fournir l'intégralité de la documentation. Ne pas hésiter de ce point de vue-là à utiliser les normes de référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de guidelines, mais les normes de référence que vous allez retrouver dans NIST ou dans l'ISO 42001 sont plutôt des bonnes pratiques qui doivent guider leur mise en œuvre parce que finalement, l'AI Act est assez théorique. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est un peu la vérité. Et donc, en fait, on peut s'appuyer aujourd'hui sur ces référentiels. Ensuite, il va falloir intégrer ce registre aux différents workflows parce que est-ce que c'est au sein de la DSI, dans le cadre du portfolio management ou au sein de l'équipe data IA? Est-ce qu'on va ailleurs? Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. L'achat de solutions IA, ça, qu'est-ce qu'on fait? Les changements majeurs, comment on fait la mise à jour? Et puis surtout, on va prioriser les systèmes critiques. Il faudra prioriser, préparer l'interfaçage avec la base UE, mais ça, c'est pas pour tout de suite parce que pour l'instant, cette base UE n'existe pas. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il faudra quand même potentiellement identifier tous vos SIA à haut risque. Je rappelais ici les sanctions. Il n'y a pas de sanctions pour non tenue du registre comme dans le cadre du RGPD. En revanche, il y a des obligations qui sont applicables aux acteurs de SIA à haut risque ou ceux qui sont soumis à des obligations de transparence dans l'hypothèse où je n'aurais pas où je n'aurais pas respecté toutes mes obligations. Alors ces amendes administratives, j'y crois pas trop pour un défaut d'inventaire, d'une façon générale, si vos SIA sont à risque assez limité. Mais par contre, dès lors que vous êtes même déployeur, parce qu'attention, ce point est important, hein, à nouveau, vous avez des obligations de déclaration et de registre global UE pour les SIA qui sont à haut risque quand vous êtes fournisseur, mais même quand vous êtes déployeur, il faut que vous ayez cartographié et identifié tous les SIA. C'est absolument capital. Et donc, si ces informations ne sont pas complètes, donc si votre registre n'est pas complet, bah, on tombe aussi dans le deuxième cas de sanction qui est possible dans le cadre de l'AI Act. Voilà, je vous ai fait ici un petit cap que je me suis aidée de ChatGPT pour le faire, avec un petit pour les référentiels et de quoi on parle exactement. Est-ce qu'il y a un inventaire système? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est bah, concrètement, il n'y a qu'un seul endroit où on parle de registre IA de façon assez explicite. Donc, on a le registre RGPD, hein, mais c'est les AI Act. En revanche, dans tous les référentiels qui existent, hein, que ce soit NIST, les ISO, la CNIL, le DPB, notamment pour la traçabilité des systèmes algorithmiques, tous demandent un inventaire des systèmes. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête, ce registre est absolument capital, avec des finalités qui ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est assez intéressant parce que nous, dans le cadre de l'AI Act, on est sur une transparence, conformité réglementaire, mais vous voyez que dans l'ISO 42001 ou dans NIST, on n'est pas tout à fait sur la même chose, on est sur de la gestion des risques ou du pilotage et de l'amélioration continue. Et donc, c'est important parce qu'en fait, il faut vraiment arriver à avoir en tête qu'il faut mutualiser cet outil. Il ne faut clairement pas arriver dans une entreprise en disant: «Oh là là, il faut faire un registre des SIA», comme on est arrivé avec nos gros sabots en qualité de DPO pour dire: «Oh là là, il faut faire un registre RGPD». Là, pas du tout. Je pense qu'il est absolument capital de venir en disant: «Attends, attends, 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 ce sujet-là n'est pas un sujet de conformité réglementaire, c'est un sujet de pilotage». Pilotage, amélioration continue, maîtrise des usages et j'ai envie de dire
responsabilité organisationnelle. Il s'avère qu'en plus, on coche une case en matière de conformité, c'est tant mieux, c'est parfait. Mais à la base, cette obligation-là, je veux vraiment que vous ayez en tête que c'est pas une case à cocher dans le cadre du RIA. C'est plus qu'une bonne pratique. C'est un, c'est un prérequis absolument indispensable dans tout management de qualité des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà. J'ai fait à peu près le tour pour ce que je voulais vous dire ce matin et vous montrer. Donc, du coup, on se retrouve normalement le 14 janvier à 11 heures. Donc, sur la page de DPO Consulting, vous avez un super webinaire sur le DPO à l'ère de l'intelligence artificielle. On s'est dit, tiens, justement, que va devenir le DPO? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il ne va pas changer? Au-delà de est-ce qu'il va changer, comment est-ce qu'il peut travailler demain avec les outils d'IA d'une façon générale? Et puis en fait, quel peut être son rôle? Donc l'idée, c'est de faire un peu un bilan 2025 et de travailler sur les perspectives 2026. Vous avez le lien d'inscription évidemment sur la page DPO. Évidemment, je reste quelques minutes si vous avez des questions. Mais il ne me reste qu'à vous souhaiter, dis donc ma photo elle est pas très, très jolie, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et vous remercier pour, tous ces moments où alors certes, je suis un peu seule face à la caméra, mais, j'ai vos commentaires et puis je sais que vous nous suivez, sur LinkedIn. Donc à nouveau, merci beaucoup pour tout le temps que vous avez, passé à nous écouter, vos gentils mots quand, il y en a. On a rarement des mots, désagréables, donc vraiment pour le coup, c'est je vraiment merci beaucoup et merci de nous suivre. On aura plein de surprises pour l'année 2026 et puis on continuera à vous partager tout ça avec, une intervention à minima une fois par mois, comme on l'a fait jusqu'à maintenant et idéalement même toutes les 2 semaines. Voilà, je vous remercie beaucoup. Heu alors, il y a peut-être une question. Je vois Tara qui a une question. Belle présentation détaillée, merci, qui met en lumière toutes les obligations. Ma crainte, cet outil ne pourrait-il pas être utilisé comme preuve de culpabilité pour une entreprise qui, malgré la connaissance de ses obligations et risques encourus, n'aurait pas pris les mesures nécessaires? J'ai eu la même crainte avec certains, enfin la même, oui, c'est vrai, je comprends. Alors, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire un export de toutes les informations dans le cadre, de l'AI Act, mais ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, c'est quand même que dans le cadre d'un contentieux ou dans le cadre d'un contrôle, quel qu'il soit, parce que j'ai eu à vivre à titre, professionnel là, même un contrôle fiscal, à partir du moment où on est quand même dans la bonne foi et dans un état d'esprit, positif ou en tout cas à vouloir bien faire en bon père de famille et avec une vraie volonté de bien faire, il est assez rare qu'on nous tape dessus. Donc j'ai un outil que j'ai commencé à compléter, mais en fait, j'arrive pas à mobiliser toutes les équipes. En fait, c'est un sujet de gouvernance, c'est pas un sujet d'outil et donc c'est un sujet de gouvernance qu'il faut prendre au COMEX. On a la chance que contrairement au RGPD, et là c'est un avis très personnel, hein, qui n'engage que moi, le RGPD est un irritant parce que en fait, on n'y voit pas de plus-value. C'est-à-dire qu'un d'entreprise ne voit pas ce qu'il va pouvoir faire comme économie, quel sera le ROI, quel est son intérêt. La chance de l'AI Act est qu'il s'applique non pas à des données personnelles qui finalement sont un attribut qui est très nébuleux pour des dirigeants d'entreprise, même si à force, ça fait quand même quelques années, on a désormais un peu plus de compréhension, mais on est quand même encore assez peu conscient des risques. Il s'avère que sur l'intelligence artificielle, ça intéresse tellement les dirigeants d'entreprise, ce sujet-là, qu'en fait, il y a des messages qui sont beaucoup plus importants, enfin beaucoup plus faciles à faire passer, y compris sur les sujets de responsabilité. Et là, quand je parle de responsabilité, c'est une IA qui hallucine, et qui va donner de mauvaises informations, donc du coup, faire prendre de mauvaises décisions. Un SIA qui va fournir des informations en erreur à des clients et qui là va engager votre responsabilité alors même que vous étiez simple déployeur. Pardon. Tout ça pour vous dire que par définition, on n'est pas tout à fait, à mon sens, sur la même difficulté à mobiliser en interne. En tout cas, je le constate aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie, à toutes et tous pour votre écoute de ce matin. N'hésitez pas, j'ai plus de voix.
à nous écrire de façon, régulière. On sera ravis de répondre, à toutes vos questions et puis il ne me reste qu'à vous souhaiter de très, très belles fêtes de fin d'année et à vous dire à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.